Tout ça, on l'a soutenu avec des outils parce que pour que les process fonctionnent bien, il fallait un outil. On avait déjà Asana, on a ultra déployé le process, les workflows, notre façon de collaborer dans l'équipe et avec les autres équipes. On a mis en place aussi un outil d'IA qui est Jasper. On a beaucoup parlé tous les deux. Nouvel épisode de Squeeze and Scale et aujourd'hui je reçois Guillaume Lebeau, VP Content Marketing chez Cegid. Salut Guillaume. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, impeccable. Pour la petite histoire, on enregistre cet épisode pour une seconde prise. Voilà, ça arrive toujours des petits couacs. Mais voilà, je pense que on a plein de bonnes choses à se dire. Et je te remercie à nouveau de ta présence dans le podcast. Donc je tenais à faire cette petite parenthèse avant de commencer. Bon, on avait plein de possibilités de sujets ensemble. Et finalement, on a décidé de creuser un use case qui est que, en fait, tu as complètement réorganisé ton équipe content en 2024 avec un gros impact, mais sur différents critères. Donc, j'aimerais bien qu'on décortique ça ensemble. On verra que le ROI il est multiple à la fois sur le pipe, sur la fluidité des process, sur la cadence de création de contenu. Mais avant ça, est-ce que tu peux refaire peut-être une remise en contexte parce que Cegid, c'est un acteur qui est mature, multiproduit, présent depuis plus de 30 ans. Donc, il y avait une grosse problématique pour vous au moment d'engager ce chantier-là. Yes, et du coup, merci pour cette deuxième invitation. Je dois bien maîtriser mon discours, je pense maintenant, donc ça va le faire. Du coup, oui, alors contexte Cegid très rapide pour commencer. Cegid, c'est un leader européen de solutions de gestion, notamment sur multiples marchés, mais sur tout ce qui est small business, expertise comptable, middle market et entreprise, avec vraiment des scopes sur la finance et sur les HR et aussi le milieu, tout ce qui est le retail, avec des sites qui vont de small business à des très grands comptes. Donc du coup, tu as vraiment énormément de cibles qu'on adresse. Le contexte, pour revenir assez rapidement du coup sur le sujet qui nous intéresse, était un contexte qui était double, qui était lié à la fois au contexte de l'équipe. Aujourd'hui, moi, jusqu'en 2024, j'avais une équipe d'une dizaine de content managers qui étaient vraiment sur un type de poste plutôt chef de projet édito, avec comme l'image que j'ai longtemps pris était celle du layer cake à qui on a rajouté des tâches strat, reporting, production, gestion de la prod, SEO, et hop, dès que j'avais une idée en tête, je rajoutais une couche. Donc ce qui est bien, mais pas top. Des process complexes, une organisation qui était matricielle. Ça c'est pour on va dire un peu le côté pain. Euh, le, Sur le reste du contexte côté de l'équipe, en termes de résultats, on arrivait très bien à bosser sur l'awareness. Globalement, côté CJ2C, on avait plus de difficultés dans le bas du funnel. Je pense qu'il arrive aussi à beaucoup de concurrents et de collègues SaaS. Et ça, c'est pour le contexte, entre guillemets, autour de l'équipe et de la performance. Et le gros contexte, qui est le contexte, on va dire que je pense 99% des boîtes, et notamment dans l'IT, ont connu, c'est l'IA. Donc, nous, on avait identifié le sujet depuis belle lurette. On avait commencé à bosser dessus. Et Cegid, qui est une boîte quand même hyper ultra dynamique, hein, on est sous LBO, mais c'est une boîte qui se donne les moyens de ses ambitions, a tout de suite flairé le sujet de l'IA, et du coup, le contenu étant un des premiers acteurs visibles en interne, hein, j'entends. Donc nous, on nous a dit, bah là, faut qu'on y aille à fond, il faut qu'on prouve la valeur. Donc nous, on avait deux façons de voir le sujet. C'est soit on se disait, bon ben, on a peur, qu'est-ce qui va se passer, on va perdre notre job, oulala, c'est l'horreur. Ou alors on se dit, dans ce genre de cas, quand tu as un changement qui arrive comme ça et auquel tu dois faire face, eh ben on va essayer de le maîtriser. Un, pour être maître de ce changement, et deux, se dire, bon bah au final, c'est peut-être une opportunité de faire mieux ce qu'on faisait avant, et aussi de permettre de trouver de la valeur différente. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est des acteurs SaaS, enfin, on-premise aussi encore, mais on est des éditeurs de logiciels, et généralement, dans notre industrie, une des grosses propositions de valeur que tu vas retrouver sur beaucoup de logiciels, toi tu connais bien le sujet, c'est économiser du temps pour faire autre chose.
ok, fine, mais c'est quoi l'autre chose? Et Hmm. là, nous, on l'a vraiment vécu de plein fouet parce que le autre chose, c'était on va utiliser l'IA dans l'équipe, on va radicalement changer les choses, mais ça veut dire que derrière, au-dessus de nous, ils attendent du ROI, ce qui est normal, c'est une boîte avec une direction qui suit des KPI, et surtout dans cette période actuelle, c'est très important. Donc on doit rassurer là-dessus, mais nous, on va aller au-delà de ça, on va retrouver du sens et de la valeur dans ce qu'on fait, et de la pertinence. Donc ça, c'était le contexte. Autant dire que ça faisait quand même beaucoup de sujets adressés en un, avec la direction qui veut des chiffres, la révolution technologique qui arrive qu'il faut prendre de plein fouet parce qu'il ne faut pas la subir. Et trois, et tu as l'équipe derrière, parce que c'est des Hmm. êtres humains. Donc, tu as des personnes enthousiastes, tu as des personnes qui ont peur du changement, tu as des personnes qui ont besoin de vision. Et il y a toi où tu te dis, bon, bah moi, comment je vais faire avec tous ces éléments. Donc ça, c'est le contexte Hmm. Ouais, global. c'est un contexte hyper déjà, enfin multidimensionnel quoi. Ah bah oui. Il y a pas une seule problématique et c'est d'autant plus, euh, enfin c'est d'autant plus logique qu'en fait CJ des multiproduits, multimarchés et Mm, donc mm. bah forcément ça peut pas être, enfin c'est Ah bah forcément oui. quelque chose de très complexe. Exactement. Et juste pour terminer, pour t'expliquer un peu aussi comment fonctionnait l'équipe, donc voilà, j'ai expliqué un peu le fait qu'ils avaient un rôle assez similaire, ils étaient chacun sur des business units différentes, ils avaient chacun un rôle similaire. On était dans une logique de 95% d'externalisation de nos contenus, ce Mhm. qui des fois faisait sourire en interne, en mode ah, de toute façon, c'est pas toi qui bosses, c'est ton agence. Ouais. Sauf que le sujet était énormément dans la gestion de projet, qui est très complexe, et aussi dans la stratégie, tout le reste. On avait des essais qui étaient longs, c'est des équipes qui sont silotées, Mhm. et on avait du mal à gérer aussi les demandes que l'on pouvait avoir entre le product marketing qui est plutôt sur la proposition de valeur, les messages, le go-to-market, et le campaign marketing qui est plutôt sur de l'activation. Mhm. Et d'ailleurs, la première amorce de changement qui a eu lieu juste avant qu'on amorce ça, c'est notre rattachement au product marketing. Suite au départ de ma boss qui était responsable de la communication et de la brand, on s'est rattaché au product marketing, ce qui nous a, in fine, permis de nous rapprocher du business et aussi de cette cohérence stratégique. Mhm. Voilà. Ok, donc là, on a vraiment. Enfin, moi, je pense que en termes de picture, on est pas mal. Ce qui m'intéresserait maintenant dans cet épisode, c'est peut-être nous refaire la timeline et, et, et nous détailler un peu les étapes de cette transformation du jour bah, 0 à la réorganisation complète. Mm, mm. Tu as fait quand même ça de manière hyper rapide. Je trouve que ça, c'est assez remarquable. Donc voilà, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le step by step de cette transformation? Ouais, bien sûr, sur la timeline, sachant que j'en reparlais avec l'équipe cette semaine là, il y a une double timeline parce qu'il y a la timeline qui a été la leur, qui a été encore plus, plus courte, donc plus violente, et il y a eu la nôtre parce que du coup on a commencé à travailler ensemble. En fait, ça remonte à, octobre 2023. Donc là, on s'était réunis avec les CMO, avec mon boss et une personne de mon équipe, Laetitia, qui est devenue Content Ops et qui nous a énormément accompagnés dans cette transformation-là. On était parti de ce constat que je t'évoquais avant pour répondre entre ces besoins de rationalisation des coûts, d'intégration de l'IA et nous aussi, l'autre côté, comment je travaille mieux, comment je réduis le go-to-market du contenu et comment j'arrive à améliorer ce qu'on fait. Parce que le but, enfin vraiment, moi, avec mon boss, le promesse qu'on s'est fait de nous, c'est de montrer qu'avec cette nouvelle organisation qu'on allait mettre en place, un, on répondrait aux enjeux de coût de la direction, mais deux, de notre côté, on arriverait à trouver plus de valeur dans ce qu'on fait. Et c'est sur cette vision-là que je voulais construire le message auprès de l'équipe. Hmm. Pour embarquer des gens, il faut que tu leur construises un message qui leur donne du sens, mais qui répond aux objectifs en même temps. Donc là, en octobre, on s'est dit, bah, mon boss m'a dit, Guillaume, feuille blanche. Vas-y, tu as carte blanche, feuille blanche, propose-moi des organisations et on va voir. Donc du coup, on a commencé un long travail entre octobre et janvier-février d'analyse du process existant, trouver les points de friction, de la prise de brief à l'outcome sur le contenu, à sa publication, que ce soit sur la stratégie du run. Donc ça a été long, on a bossé avec une boîte qui s'appelle Forrester, avec qui on bosse. On a Hmm. bossé aussi beaucoup, nous, sur nos propres process, on les a décortiqués, on a passé des heures là-dessus. Et après, on a commencé à regarder, et je pense qu'on va en parler un peu après, là, sur notre triptyque People Process Tool, comment on pouvait maintenant, sur base de ça, sur base des points de friction, des points d'amélioration, et aussi ce qui marche quand même, parce que le Mhm. but n'est pas non plus de tout raser, voir comment on allait reconstruire ça. Donc voilà. Et ça,
On a réussi entre la nouvelle proposition d'orga qu'on a ficelée entre nous au début, avant de commencer à embarquer l'équipe, on l'a terminé en janvier, donc entre octobre et janvier, c'était ficelé. De Mhm. janvier à février-mars, j'ai commencé à sonder l'équipe un peu individuellement sur les rôles, les aspirations de chacun, là où je voyais les compétences qui pouvaient répondre à cette nouvelle orga pour sécher tout ça. C'était pas un secret du coup de Polichinelle, hein, du moment où on a commencé après on leur en parler en janvier. Et en mars, on a passé une journée ensemble, hein, on a fait une sorte de team building où on a vraiment réexpliqué l'orga, réexpliqué là où chacun allait être, et on a retravaillé ensemble sur comment, dans un premier niveau, on pouvait après aller travailler sur les nouvelles interactions. Parce qu'au Mhm. final, toi, tu mets de la théorie, tu fais tout ça, mais c'est eux au quotidien qui doivent aussi co-construire ce modèle avec toi. Et on a commencé à l'appliquer en avril. D'avril à juin, on a fait les transitions. Parce que du coup, là, ce qui se passait, c'est on n'a pas quelqu'un qui partait de la boîte pour revenir et faire une passation. On Mhm. a des gens qui géraient de la prod sur des campagnes stratégiques à qui on demandait de changer de rôle en limitant les impacts sur la production. Donc autant dire que c'était quand même assez touchy. Et l'objectif, c'était de partir en vacances cet été en ayant fait la transition. Ce qui s'est plutôt très bien passé, hein. Bon, il y a eu quelques petits trous dans la raquette, mais c'est normal. Et à partir allez dire, septembre cette année, on a été chacun était à 100% dans son nouveau rôle. Et début janvier, on avait déjà des chiffres assez assez dingues. Donc voilà. On va revenir sur les chiffres, mais en tout cas, je trouve ça bluffant. Donc, si je résume, en gros, tu étais en mode projet avec ta collaboratrice pour auditer tout le fonctionnement d'un point de vue People Ouais, Process Tool, pour ensuite en déduire la vision, la direction et ensuite la soumettre à l'équipe. Et sur la base des retours de l'équipe, vous avez ajusté le plan de marche pour ensuite le mettre en œuvre, faire cette transition et commencer à en tirer les bénéfices. ouais, c'est ça, hein. On a vraiment été en mode projet avec mon boss et ma collaboratrice là. Pour vraiment construire ce process, hein. On s'est arraché les cheveux quand même, hein, il m'en reste encore, donc ça va. Mais on a vraiment fait plusieurs propositions. Quels sont les nouveaux rôles qu'on va créer? Est-ce qu'on a ces types de rôles? Est-ce qu'on les met dans des BU? Est-ce qu'on les met pas? Est-ce qu'on les met dans des marchés? Est-ce qu'on a des personnes qui vont plutôt se consacrer sur le haut de funnel, d'autres sur le bas de funnel parce qu'on sait qu'il y a un manque d'impact? Est-ce qu'on a quelqu'un qui fait plutôt de la stratégie, d'autres qui va plutôt se mettre sur du storytelling, du copywriting? On y viendra après. On a vraiment essoré à peu près toutes les possibilités pour y mettre le plus de logique. Et une fois qu'on avait en effet séché ça, on a intégré l'équipe dans la deuxième phase de réflexion qui était de construire un peu plus comment ça s'appelle leur quotidien. Mais on avait quand même déjà bien fléché le process management parce que parallèlement à ça, ce qu'on anticipait, c'était le passage de notre équipe en centrale. Et Hmm. dans des grosses organisations comme la nôtre, passer en centrale, ça signifie que tu passes en mode agence interne. Et donc, du coup, qu'il te faut beaucoup plus de process. Hmm. Ok. Et ouais, on va en reparler après, hein, mais voilà. Bah vas-y, ça fait une transition pour Ouais, ton approche People Process Tool. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et pourquoi elle est intéressante pour mettre en ouais. œuvre ce genre de transformation? Ouais, bah écoute, oui, la transition est toute trouvée. C'est mon boss hein, qui est quand même assez fort en modélisation qui m'avait initié un peu à ce process. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce genre de transformation, People Process Tool, c'est hyper important parce que juste pour expliquer le modèle, tu commences d'ailleurs par process, hein, c'est Process People Tool, mais tu audites un process, tu commences à mettre en place un process qui va te permettre, quel que soit ce que tu dois faire, de partir d'un input et d'arriver à un output, donc ta stratégie et l'élite que tu dois générer, ça peut être ça, après, peu importe les métiers. Ce process, il est forcément incarné par des personnes. Hmm. Donc dans les personnes, tu as des compétences, tu as des rôles et tu as de l'expertise et du développement personnel qui va se mettre en place là-dedans pour vraiment prendre ces rôles. On est en 2025, on fait rien dans notre industrie sans des outils. Tout ça, ça fonctionne aussi et surtout si derrière tu as les outils pour soutenir ça. Hmm. On commence jamais par l'outil. Moi, je suis pas un grand fan d'outils, ce qui peut faire sourire. Donc j'ai une personne dans mon équipe, là justement ma compte detox, c'est ça qui est très outil. Et on est très complémentaires parce que il y en a une qui est master en process et en outil, et moi je suis plutôt sur l'usage et l'objectif. Donc comme ça aligne bien les choses. Et donc du coup, le fait de fonctionner comme ça, donc l'audit,
comment on réorganise l'équipe par rapport au rôle. Donc là, nous, ce qu'on s'est dit en l'occurrence, c'est qu'on plutôt que d'avoir des personnes qui vont bosser uniquement sur comment dire, du pilotage classique de contenu. On Mhm. savait qu'on avait une carence sur la stratégie, sur la capacité à connaître notre audience, la ICP, sur l'impact qu'on veut donner. Mais tu peux pas demander aux gens de se mettre à un niveau de dingue si tu n'arrives pas à leur sortir la tête de l'eau. Mhm. Et l'IA, pour moi, je l'ai interprété comme un mode sortir la tête de l'eau pour se concentrer sur d'autres sujets, tout en l'utilisant correctement. Et de toute façon, il faut le faire. Donc, les stratèges chez nous, c'est leur rôle, c'est vraiment de mettre en place, je sais pas si tu as prévu qu'on en parle un peu après, un peu plus en détail, mais c'est vraiment, on voulait vraiment être meilleur sur la stratégie parce que dans l'univers actuel, euh, euh, on a une très grosse concurrence dans les messages, on a une très grosse concurrence dans les campagnes marketing et généralement, sur les sujets, de plus en plus difficile d'aller trouver des océans bleus, Mhm. d'aller trouver des angles parfaits un peu différenciants. Et surtout, je pense qu'il est aujourd'hui toujours très compliqué d'aller de parler à nos prospects, quels qu'ils soient, de manière à vraiment relier leurs problématiques avec tes plus fonctionnels. Donc moi, je voulais vraiment des personnes qui sont en capacité de s'aligner avec le product marketing là-dessus et de donner une vision. C'est un peu le modèle que j'ai connu en agence, il était hyper important de le faire. J'avais des personnes qui étaient meilleures en copywriting et qui aimaient ça. J'étais persuadé on pouvait aussi progresser là-dessus. Et pareil, là-dessus, pour être bon, pas un niveau de hiérarchie, c'est juste des compétences différentes. Mhm. Pour être bon sur ce job-là, il faut pouvoir se consacrer à ça, avec de la formation, du travail et tout. Et le fait de mettre des personnes dans ce rôle-là, ça nous permettait aussi de réinternaliser notre prod. Alors Mhm. certes, il y a une gestion de coûts qui est intéressante et qui nous permet de reporter aussi à notre direction, parce que c'est important aussi derrière qu'on suive aussi cette direction-là. Mais le sujet important dans la réinternalisation aussi, en partie de ce qu'on fait, c'est aussi de te dire, t'es garant de tes messages. C'est toi qui vas au charbon, c'est toi qui ficelle tes messages. Donc tu t'es investi dessus et c'est différent. Et pour moi, pour une personne dans l'équipe, je trouve que c'est hyper important. Tu passes d'un rôle où tu es chef de projet, tu as quand même du sens dans ce que tu fais, mais là, c'est toi qui est honneur de ce que tu vas produire. Et Mhm. c'est un autre état d'esprit. Et après, voilà, on a d'autres rôles, on y reviendra après. Et tout ça, on l'a soutenu avec des outils parce que pour que les process fonctionnent bien, il fallait un outil. On avait déjà Asana, on a ultra déployé le process, les workflows, notre façon de collaborer dans l'équipe et avec les autres équipes. On a mis en place aussi un outil d'IA qui est Jasper. On a beaucoup parlé tous les deux. Mhm. Il nous fallait un outil qui soit dédié au contenu. Donc on l'a pris, on est plutôt très content pour l'instant dessus, même s'il y a toujours des hauts débats avec les outils d'IA, c'est sûr. Mais on est très content et ça nous permet aujourd'hui de gagner beaucoup de temps sur les premières versions, sur des assets un peu plus complexes, même si ouais, je ne vais pas refaire ce que tout le monde dit, hein, c'est un assistant, mais c'est un Mhm. super assistant parce qu'il est bien mis dans le process, qu'il a été bien expliqué, que l'équipe a été formée dessus pour qu'elle l'utilise à bon escient et que ce soit pas un truc imposé, robotisé. Mhm. Et enfin, le dernier outil, c'est Binder, qui est un outil, je fais un peu de pub sans faire exprès, mais c'est Binder qui est un DAM, Digital Asset Manager, qui nous permet aujourd'hui de stocker nos contenus. On en a beaucoup via une taxonomie et surtout de pouvoir les réutiliser, de les revisualiser beaucoup plus facilement. C'est une bibliothèque, hein, ni plus ni moins. Donc voilà pour le process. Je suis très curieux donc sur les tools, je pense que c'est assez clair. Sur la partie people et process, je suis très curieux d'avoir la picture avant-après, Mhm. ce que ça a changé en termes de transformation, quels ont été les impacts, on va dire, ouais, sur ces deux piliers-là de la méthode, parce que tu l'as dit un petit peu déjà, mais vous avez créé le rôle de Content Ops. Enfin voilà, je suis très curieux d'avoir c'est quoi un peu les grands changements, les grandes décisions, le avant-après de cette transformation. Ben, je vais partir ta dernière remarque sur le côté Content Ops et du coup sur le côté process. Ce rôle, on l'a créé parce que je m'étais documenté et je m'étais rendu compte aujourd'hui, bon, on a une équipe Market Up chez nous, mais comme déjà dans beaucoup de structures, mais je m'étais rendu compte aujourd'hui aussi que le contenu, c'est quand même un élément central dans une équipe marketing parce qu'aujourd'hui, euh, à la fois sans campagne, il n'y a pas de contenu, mais sans contenu, il y a pas de campagne, il n'y a pas d'activation, il n'y a pas de message poussé à tes prospects, il n'y a pas de traduction de la proposition de valeur. Donc du coup, le contenu, on sait que c'est central, on sait que c'est
je te dis central, c'est-à-dire qu'on dit c'est au centre des interactions. Mm. C'est aussi un élément volumétrique. Donc du coup, c'est un élément qui peut souvent un élément de friction parce que on a besoin de livraison, on a besoin de savoir de visibilité ou sur ce qui est fait, sur ce qui va être fait, où est-ce que ça en est, et ce qu'on a peut-être déjà en stock aussi. Donc du coup, pour nous, c'était important d'avoir ce rôle-là, d'autant plus qu'il fallait qu'on soutienne notre transformation. Mm. Et d'ailleurs, c'est un questionnement que j'ai eu avec Laetitia, mon équipe qui a ce poste-là et qui l'occupe à merveille. C'est un poste qui avait une première phase ultra importante de setup dans notre activité au début, là, l'organisation, mais après dans le run aussi parce que c'est toujours en amélioration continue. Donc les gains là-dessus, c'est un d'avoir pu supporter. Tu vois, hein, c'est pour ça que les trois sont interdépendants. Ce Mm. nouveau rôle-là nous a permis de supporter la transformation avec la mise en place des outils, la mise en place de workflow. Sur Asana notamment, en passant en centrale, il y avait un sujet qui était hyper important, c'était comment on va traquer l'adoption de ce qu'on fait pour reporter. Tout ce Mm. qu'on fait aujourd'hui, on le reporte. On le traque et on le reporte. C'est-à-dire, quelle est l'adoption des outils d'IA, quelle est la mesure du budget qu'on dépense, quelle est la vitesse de production des assets que l'on pouvait avoir. 3 mois, on était sur 3 semaines pour sortir un article de blog avant, c'est long, hein, Mm. à aujourd'hui, on est sur, on va dire, 8 heures de travail, quoi. Mm. Donc, alors après, ça peut prendre 2, 3 jours, le temps de, même peut-être une semaine, le temps d'être de l'interaction, mais on a divisé le temps par 3, 4 sans problème. Tu as ça. Derrière, tu as le fait de traquer les temps de ton équipe, pas pour faire du contrôle fric, mais plutôt pour gérer la bande passante de ton équipe. Aujourd'hui, nous, on est en capacité sur Asana de savoir quand une personne dans l'équipe est dans le rouge ou pas, pour gérer le timing en mode agence. Et ça, c'est ultra important. Sur les autres rôles, tout ce qui est content stratégie, l'avant-après, c'est encore assez récent, mais l'avant, c'était surtout que la stratégie, on la subissait. Là, je ne vais pas te donner un KPI, je sais que tu veux des KPI sur cette émission, je vais t'en donner après, mais plutôt sur la posture. On subissait Mm. la stratégie. C'est-à-dire que c'était, bah, tu as le plan marketing, tu as la proposition de valeur, il y a le plan marketing, et maintenant tu vas me remplir les tactiques avec du contenu. Donc là, l'idée, c'est plutôt on remonte un peu d'un cran, on réaligne la stratégie de contenu, la stratégie marketing, et on essaie aussi de se réaligner avec le plan marketing. Globalement, il faut qu'on parle de la même chose sur les trois, Mm. et pour déployer des thématiques de contenu et derrière des contenus qui soient plus cohérents. Éviter de partir à droite à gauche. C'est toujours l'effet de bord et ça arrivera toujours malheureusement. Mais de le limiter au maximum pour avoir plus de cohérence dans ce qu'on raconte derrière. Donc ça, tu as déjà un vrai effet de levier là-dessus parce qu'on commence enfin à sortir des thématiques de contenu qui sont plus lisibles du début à la fin. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué à mettre en place hein, parce que du coup, avec des grosses équipes. Donc là-dessus, c'est un premier impact. Et voilà. Sur le côté content manager, là, il y a forcément un impact beaucoup plus rapide et mesurable parce que on a réinternalisé, on va dire, je réfléchis, on a internalisé près de 50% de la prod, 60% de la prod. Donc on a gagné, on a fait x3, x4 en vitesse de production de contenu. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit envoyer plus de volume tout le temps, mais ça veut dire qu'on c'est plus rapide, donc ça te laisse du temps aussi pour d'autres choses. Euh, en fonctionnant de cette manière, on a économisé, on l'a regardé cette semaine, on a économisé pas loin de 800 heures de prod quand même sur, les 2 derniers quarters et demi, 800 heures de prod, ce qui est assez énorme. Ouais, et puis on commence à vraiment voir, on le mesure pas encore, c'est le sujet qu'on va essayer de mettre en place. Quand on fait des ateliers d'équipe, parce qu'on s'est mis du coup tous les trimestres un quarterly review, Mm. vu qu'on a réinternalisé une bonne partie de la prod, on voulait avec mon boss être sûr que derrière on produisait de la bonne qualité. C'est normal, et suivre l'équipe, les faire monter en compétences Mm. et commencer à mettre des ateliers de copywriting pour les accompagner là-dessus. On s'est rendu compte assez vite qu'on commence à monter progressivement assez vite en qualité de production. Parce que du coup, avec l'IA, tu passes moins de temps à refine ce que va t'envoyer ton copywriter. Tu le fais toi, tu essaies de l'améliorer et tu t'améliores. Donc Mm. du coup là-dessus, on a vu vraiment un levier. On n'a pas de métrique encore là-dessus et c'est vraiment, on en parlait en off tous les deux, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Mais on a vraiment vu un levier là-dessus, quoi. Et l'avant-après, il est assez intéressant aussi
dans la perception que nos collègues ont de l'équipe contenu, qui était avant une équipe fournisseuse de contenu, et maintenant qui est beaucoup plus présente dans les échanges, avec le product marketing, dans la stratégie, Mm. et il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'était qu'un début. Mais moi, l'avant-après que je vois, c'est surtout l'intérêt aussi pour mes collaborateurs, pour mon équipe. Mm. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont hyper contents de ces nouveaux rôles, qui sont impliqués dans ce qu'ils font, qui apprennent des nouvelles choses, qui se mettent en danger. Et le message, il est important parce que je pense qu'aujourd'hui, une équipe de content avec cette transformation qui est arrivée, si elle se transformait pas, elle disparaissait. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est simple, clair, net, hein. Donc aujourd'hui, juste le fait d'avoir sauver cette équipe, deux, leur donner plus de valeur dans ce qu'elle fait et surtout plus d'impact en interne, c'est la réussite qu'on a tous félicité, tous ensemble et c'est pas un KPI chiffré, mais c'est quand même un bel accomplissement, je pense. Ouais. Non, mais il a de l'importance et ça montre que quand on fait les choses, je dirais, avec méthode et avec une direction claire, c'est qu'on peut utiliser l'IA pour redonner du sens à nos métiers et aussi augmenter je dirais le ROI global et on va en parler. Euh, Peut-être juste avant de parler du ROI, j'aimerais juste faire un point sur Jasper. Qu'est-ce qui fait que tu as utilisé Jasper comme outil? Comment est-ce que tu l'utilises rapidement versus aussi d'autres outils? Enfin voilà, Ouais. je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Ouais. Bah, déjà, il nous fallait un outil. Ça, c'était sûr. On avait développé une IA interne, mais qui n'était pas une IA dédiée à la création de contenu, qui permet de le faire, mais qui n'était pas Mhm. dédiée. Donc, on voulait un outil dédié. On a audité le marché. Voilà. On a pris Jasper parce que il y avait déjà de bons retours sur Jasper. On a eu un bon feeling avec eux quand on a échangé. On a regardé deux trois use cases. Le pourquoi passer par un outil comme Jasper, c'est parce que dans la façon de créer des contenus, on savait qu'on avait besoin d'aller éduquer, nourrir une IA avec toute notre knowledge. Mhm. Donc le principe de Jasper, qui je pense est le principe sur d'autres solutions compétiteurs, c'est d'avoir une knowledge base dans laquelle tu vas pouvoir poser ton brain voice, mais surtout dans lequel tu vas pouvoir renseigner tous tes documents entre guillemets un peu plus confidentiels, mais qui sont nécessaires pour créer tes contenus, à savoir Mhm. tes fiches produits, tes battle cards, tes propositions de valeur, hein, tes go-to-market, tes segmentations, tes personas, des contenus que tu as bien aimés aussi pour enrichir. Et ça, c'est un vrai atout. Et d'ailleurs, voilà, comme une knowledge base, après, un peu comme un DAM qui fonctionne par taxonomie et par workspace, quoi. Donc ça, c'était pour nous vraiment la clé de Jasper, c'était de se dire, on va l'avoir. Donc quand on l'a eu, pareil, bam, process, on l'a pris, on l'a commencé à l'utiliser avant de le passer à l'équipe, on a commencé à alimenter au maximum la base avec tout ce qu'on avait déjà, un premier tone of voice, même s'il est perfectible, les personas qu'on avait à disposition par business unit et par marché, et les premières propositions de valeur. Et après, on a commencé à former l'équipe sur l'usage de Jasper. Ok. Et aujourd'hui, au début, hein, pareil, hein, toujours un peu de complexité. Donc, on a dans une équipe, généralement, tu as toujours des gens qui sont plus appétents que d'autres, d'autres qui ont moins peur, et tu as toujours un champion, comme on dit, tu vois. Donc, du coup, l'idée est venue de l'équipe, parce que du coup, j'ai quand même une équipe top. Mhm. Et tu vois, des fois, ils peuvent râler parce qu'ils ont peur comme tout le monde, et c'est normal, mais ils vont toujours de l'avant. Et une personne d'ailleurs qui avait dans l'équipe qui avait pas trop envie au début, elle me dit bah eh ben ce que je propose c'est qu'on fasse des hackathons, on va se mettre ensemble et on va se mettre sur des situations réelles. Je dis bah bingo, vas-y, hop, donc on va mettre en place des hackathons et vous allez vous entraîner sur des cas réels. Donc on a commencé à faire ça. Des fois on faisait des cas sur des mêmes contenus pour voir ah bah tiens moi j'arrive à sortir une meilleure version que toi, pourquoi? Regarde le prompt que j'ai fait, peut-être que voilà. Donc on a essayé de monter ça en place. Donc on a alimenté la knowledge base, Mhm. on a commencé à mettre l'équipe dessus, on les a fait travailler sur des premiers contenus assez simples et sans danger pour rassurer sur l'usage et faciliter l'adoption. Mhm. Après on a commencé à monter un petit peu en régime. Moi par exemple sur l'objectif qu'on s'était mis sur fin d'année, c'était LP, email et article de blog simple, tout dans Jasper. Ok, C'est ce vous y que allez, vous j'allais vous te forcez. demander. C'est quoi les meilleurs Ouais. use cases aujourd'hui là-dessus? Sur quoi vous gagnez du Ben, temps avec un outil comme Jasper? ouais, ouais. Ben, je vais te le dire, mais du coup, l'idée, c'était de monter en compétence là-dessus et c'était de rassurer, de se rassurer avec.
Hmm. et petit à petit en montant. Et évidemment, Jasper te propose des templates de prompt, mais tu peux prompter aussi via un chat classique. Et on sait que Hmm. généralement les gens ont un premier usage qui passe plutôt par du chat, par de la requête sur l'IA. Donc du coup, nous, on a monté un peu nos propres prompts, nos propres GPT dedans pour essayer et nos entre guillemets l'output parfait, l'outline parfait du contenu que tu voudrais avoir pour que ton outil d'IA s'inspire de ça. Hmm. On a eu des moments de doute, hein, on se disait bah, ça fonctionne moins bien sur la langue française parce que c'est une solution américaine, même si nous Hmm. on bosse aussi à l'international. On a échangé beaucoup avec les CSM là-bas, hein, tu connais un peu le modèle américain, niveau Ouais. CSM, je crois on fait difficilement mieux. Et petit à petit, il y a eu une montée incroyable de l'outil. Alors, est-ce que c'est lié aussi au fait qu'on l'a de plus en plus utilisé? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, nous, on avait mis un objectif à l'équipe qu'on a traqué dans la Zana, toujours pareil, parce que on reporte dessus, on traque nous et on essaye de pousser l'équipe pour faciliter l'adoption. Hmm. On s'est dit, on va pas se disperser à prendre 50 outils parce qu'aujourd'hui, la tentation, c'est d'en prendre 50 et de pas en utiliser incorrectement. Hmm. Même si le lendemain, tu penses qu'il y en a un qui fait mieux, si tu n'as pas exploité 100% des possibilités d'un outil A, tu peux pas le juger. Et ça, Hmm. c'était un peu le mantra qu'on s'est donné avec mon boss. Donc du coup, on a dit à l'équipe, vous devez l'utiliser un minimum une fois par semaine, et c'est 50% de la prod par l'IA. On arrive à ce chiffre-là à la fin, et au final, l'adoption a été faite et plutôt bien adoptée par l'équipe, pas forcée, mais surtout parce qu'ils se sont rendus compte de l'usage. Et pour répondre à ta question sur les use cases, bah en fait, il y en a plein. Aujourd'hui, on peut produire alors LP, email, c'est assez simple ça. D'ailleurs, nous maintenant, on fait même plus les emails, on le fait même par une solution interne parce que c'est, entre guillemets, c'est des articles que j'appelle, c'est des contenus que j'appelle sans danger, tu vois. Hmm. Une fois que tu as un framework pour le faire, c'est assez simple. Encore faut-il l'avoir, mais tout ce qui est LP, mais c'est surtout tout ce qui est article de blog, tout ce qui est e-book. Maintenant, on arrive aussi à les faire avec, hein. Hmm. Tu peux faire ta première version, comme tu peux faire ton plan, ton draft. Ouais, aujourd'hui, pareil. Là récemment, on a fait aussi comment dire, des présentations de webinaires. Hmm. Donc, tu as ton sujet de webinaire, tu as un brief assez précis, tac, je veux faire mon PPT. Tu vois, pour le coup, c'est la valeur ajoutée du webinaire, c'est la présentation en live et la valeur que tu vas apporter. Là, Hmm. tu te gagnes du temps avec la présentation que tu vas pouvoir faire, qui est un support de présentation, c'est un support, ni plus ni moins. Et deux, tu peux aussi en découler le pitch que tu vas pouvoir avoir pour faire ta présentation. Et là, je peux te dire que récemment, tu suis un peu l'actualité sur notamment du SaaS et de la PDP. Je peux te Hmm. garantir qu'on a dû être très réactif, donc ça nous a énormément aidé. Donc ces cas d'usage, ils sont assez multiples, hein. On peut l'utiliser aussi sur des storyboards pour de la vidéo, sur des podcasts. Toi, ça va te parler. Ouais. Donc c'est très utile et l'outil fonctionne de mieux en mieux. Top, hyper intéressant. J'aimerais bien là pour les 5 dernières minutes de parler chiffres, de parler Ouais. ROI, comme tu l'as dit, c'est les choses qui comptent dans ce podcast. L'impact, il a été multiple. Comment est-ce que, qu'est-ce que ça a impacté concrètement comme KPI et comment est-ce que tu as mesuré? Ouais, ben, il y a trois. Il y a plusieurs catégories de KPI. Le premier niveau de KPI, parce que est un KPI, on va dire, de temps, de production. On a réinternalisé une bonne partie de notre prod, hein, 50%. On a économisé, comme je te disais tout à l'heure, sur le dernier, allez, on va dire quasiment un semestre, près de 800 heures de production. C'est énorme. Après, il y a un KPI de coût. Donc là, forcément, nous, on a économisé 48% de budget, ce qui est quand même énorme. Hmm. Donc forcément, le ROI a commencé à monter. Donc, du coup, on s'était mis un objectif d'augmenter notre ROI de plus 30% cette année. Euh, et vu qu'on a fait x2 sur la contribution, à côté, je t'expliquerai après comment on le mesure, bah, du coup, notre ROI, il a pas fait x30, il a fait x 79%. Hmm. Donc du coup, voilà, le ROI, pour information, je le calcule de manière assez simple, mais comme je pars d'un point A avec la même mesure à un point B, on reste cohérent sur l'évolution. Donc je mesure le montant d'OPI auquel le contenu a contribué, divisé par la dépense, mais qui te donne déjà un premier niveau de mesure. Et aujourd'hui, oui, cette contribution chez nous,
Encore, c'est du last touch, c'est-à-dire qu'on perd la contribution, hein. On est en train de travailler sur une amélioration de la mesure d'attribution aujourd'hui, parce que en rajoutant le first touch, mais en last touch aujourd'hui, si on focus que sur les contenus gated, donc même pas sur les autres, on est sur une contribution qui a fait x2, x3. Donc c'est pas une réussite qui est à 100% et qui est uniquement liée à mon équipe, parce que aussi bien je le défends quand quand les KPI baissent et qu'on arrive et qu'on tombe sur le contenu en disant ok c'est cool, mais euh, il y a des emails, il y a du nurturing, il y a du social média, il y a du paid, mais à l'inverse quand ça monte c'est pareil, c'est une victoire d'équipe aussi. Mais quoi qu'il en soit, on a tous augmenté notre contribution x2 x3 sur en l'occurrence sur les assets qu'on a poussés. Donc c'est un premier élément qui permet de se dire, à l'époque on a 2 personnes de l'équipe qui étaient sorties de l'équipe parce que le deal c'était aussi de pouvoir alimenter d'autres équipes en intégrant l'IA. Donc on a 2 personnes qui sont sorties de l'équipe, entre temps les 2 nouvelles personnes sont arrivées, on a 2 personnes qui sont sorties de l'équipe, on a intégré l'IA, on a baissé l'investissement auprès de nos prestataires, ce qui ne veut pas dire qu'on les a sortis, parce qu'on a des prestataires à qui on bosse bien, on les garde aussi, attention au message là-dessus, c'est important. On a gagné en temps et on a augmenté notre contribution. Donc sur le papier, en termes de performance et de ROI, on a plus que tenu les promesses qu'on s'était mises et entre guillemets, on a validé le fait que cette organisation-là, elle était OK et qu'elle avait de la valeur au sein du service marketing, ce qui est une première grosse victoire, vu le timing et ce qui était quand même en ligne de mire. Donc c'est une belle victoire. En fait, t'es pas parti du contenu, t'es parti de l'orga pour augmenter ton impact. Et je trouve que c'est assez, c'est hyper smart et hyper courageux aussi d'avoir mené ce chantier-là. Donc complètement dans l'esprit du podcast. Donc voilà, merci beaucoup Guillaume. C'était très cool Merci à toi, d'avoir ton Eric. retour. Et puis Avec plaisir. je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.